Messieurs, vos points de vue, commentaires et réactions sont attendus. Commençons par vous, Herman. Elle sortira le 4, la liste élective, du moins la liste définitive. Non, moi, il n'y a pas de surprise. Hein. La commission électorale indépendante est en train de dérouler son agenda, en train de suivre son chronogramme. Que ça plaise aux partis de politique, notamment ceux de l'opposition ou pas, elle continue sa marche. Maintenant, est-ce que ce chronogramme qui est déjà, je veux dire, rejeté par l'ensemble des partis politiques de l'opposition va permettre à obtenir des élections, un scrutin serein et autres? Ça, on ne peut pas le dire. On n'est qu'à 4 mois et 4 mois et demi de vous dites que l'affichage, justement, du 4, c'est sans surprise. Ouais, mais l'affichage, vous savez bien que lorsque ça a été annoncé, cette liste est juste après le contentieux, la période de contentieux sur cette liste électorale, les partis politiques, chacun à son niveau avait indiqué certaines irrégularités, de nombreuses irrégularités. Donc ces questions-là n'ont pas été débattues avec l'institution, c'est-à-dire que la CEI n'a pas de façon responsable échangé avec ces partis politiques-là qui soulèvent ces irrégularités. Mais il dit, je m'excuse de vous interrompre, il dit que toutes les imperfections dénoncées avec preuve à l'appui ont été corrigées, Herman. Oui, mais quand on parle de preuve à l'appui, je suis d'accord. Nous, ce que l'opposition dit, c'est que dans sa globalité, il y a des aspects qui ne demandent pas à ce qu'on vienne faire des dénonciations individuelles. C'est des dénonciations d'ensemble, un regard d'ensemble qu'il faudrait apporter à cela. Mais je veux dire, dans tous les cas, il n'y a pas eu ces échanges-là avec l'opposition qui soulèvent plus ou moins des questions sur la potabilité, la fiabilité de cette liste électorale, que lui-même il dise que cette liste est fiable. Je ne sais pas si c'est lui c'est les acteurs dans le processus, dans le jeu électoral, qui devrait donner une certaine caution, une certaine note d'observation à la CEI, et non la CEI s'auto-satisfaire, s'auto-féliciter. Et à ce niveau-là, moi, je pense qu'il y a des questions. Parce que c'est pourquoi je pose la question, est-ce que ce processus-là va finalement permettre de garantir des élections sereines? Et ça, on est à 4 mois, on ne peut pas répondre sur ces questions-là. Très bien. Élisée Voloube, quel commentaire justement vous faites de ce point de presse, conférence de presse du mois par le président de la CEI, avec ces dates importantes? La liste électorale publiée, la date dépôt de candidature, pour le temps pour le parrainage. Élisée, votre point de vue? D'accord. Merci Christelle. Je pense que la sortie de la CEI et la conférence à laquelle j'ai personnellement assisté me permet quand même de donner quelques éléments de commentaires et d'appréciation à mon niveau. Déjà, je pense qu'il faut qu'on donne un certain nombre d'informations à l'ensemble des populations. De la conférence de M. Cuibier, président de la CEI, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que la liste électorale définitive, qui sera officiellement publiée le mercredi 4 juin 2025, comporte en son sein 8 727 431 personnes. 400 ou 731? 431 personnes. 8 727 431 personnes enregistrées sur la liste électorale. Il faut qu'on regarde, parce que moi j'ai... Je suis en train de vous donner ici continuons. Oui, je vous donne ici des éléments signés de M. Cuibier. C'est ce que j'ai sous les yeux ici. 8 727 431 personnes sur la liste électorale définitive. Elle enregistre une hausse de 715 006 nouveaux électeurs, soit une hausse de 8,92% comparée à la liste précédente. Le nombre d'électeurs hommes, nous avons 4 508 948 personnes, s'agissant des hommes, soit 51,66% de l'effectif de la liste électorale. Et au niveau des femmes, nous avons 4 218 483, soit 48,34%. En termes de lieux de vote, nous avons 11 906 lieux de vote, soit 989 nouveaux lieux de vote qui ont été, lieux de vote plutôt. Et le nombre de bureaux de vote, nous avons 25 678 000, soit 2154 nouveaux bureaux de vote ajoutés. Quand je finis de dire ça, je veux déjà, dans un premier temps, remarquer que la CEI est en avance sur le chronogramme donné concernant la publication de la liste électorale. Elle était attendue pour le 20 juin, pour rappel, si certainement vous avez oublié. Là, aujourd'hui, nous sommes le 2.
la liste définitive est déjà disponible. Pourquoi justement cet écart? Pourquoi ce temps? On l'attendait pour le 20. Pourquoi le 4 justement? Non, mais je pense que ça peut tenir compte quelque part quand même du contentieux. Parce que c'est le contentieux qui est, je vais dire qui est l'élément fondamental. Vous savez, avec moi, quand la liste provisoire a été publiée, il y a eu des partis politiques qui ont estimé qu'il y avait plusieurs millions de personnes qui ne remplissaient pas les conditions. Certains estimaient que c'était 6 millions. Donc, on estime qu'on va au contentieux. Ouais. Sur la base du contentieux, on pourrait être dans une telle fourchette. Mais après, on s'est rendu compte qu'en termes d'éléments de contentieux, on était autour de 15 000, environ 15 000 actes de réclamation qui ont été posés. Donc, il y avait envoyé des preuves à l'appui. Voilà, 15 000 et quelques qui ont été posés comme des éléments de contentieux. Donc, du coup, vous voyez que de 15 000 à près de 6 millions ou 2 millions pour certains dont on parlait, les cas étaient abyssales. Donc, ça compte déjà. Mais je vais dire que c'est surtout ça, et surtout le contentieux judiciaire, parce que parfois on se disait qu'il pouvait y avoir un contentieux judiciaire si au niveau administratif on ne s'était pas entendu, mais il s'est avéré qu'au niveau administratif ça a été pratiquement plus ou moins assez rapide, donc au niveau judiciaire si ça n'a pas pris suffisamment de temps, on se rappelle encore de ces procès-là qui ont vu le verdict annonçant la radiation du président Thiam de la liste électorale. Donc, on a vu que tout est allé un peu vite. Du coup, ça donnait une marge à la CEI de pouvoir travailler et de pouvoir sortir les résultats un peu plus tôt que prévu. Okay. Donc, ça fait 15 jours, je dis, d'avance et c'est déjà bien pour nous. Mais c'est avantageux en ce sens que ça permet justement de rattraper le délai prescrit à l'époque, au sortie du séminaire de 2021 par les partis politiques sur la question du parrainage, à savoir le faire 3 mois avant le dépôt des candidatures. Le dépôt des candidatures, vous avez vu ici, c'est prévu le 26 juin. Pour le 26 juin. Là, aujourd'hui, on est quasiment en juin. Pas pour le dépôt des candidatures, plutôt pour... Oui, pour le dépôt des candidatures. Le 26, oui, 26 juin. Et on avait les partis... Juin. Les partis avaient recommandé de le faire, d'ouvrir le parrainage 3 mois avant le dépôt de ces candidatures-là. Malgré tout ce qui a été fait, on ne peut même pas atteindre les 3 mois, mais au moins, ils ont une période pendant laquelle ils peuvent déjà commencer à pouvoir solliciter le parrainage. C'est ça. Voilà. Et donc, ça, pour moi, c'est un ensemble d'éléments qui doit pouvoir nous amener à aller sereinement au contentieux. C'est vrai que certains privilégient la voie du dialogue parce qu'ils estiment qu'il y a certains éléments sur lesquels encore il faut s'accorder. Sur ce plateau, j'ai toujours dit, moi, je suis totalement d'avis pour ceux qui prônent le dialogue parce que j'estime que tout ce qui peut être fait pour nous apporter la sérénité, surtout qu'en passant par le dialogue, pour moi, c'est une voie qu'il faut privilégier. Donc ça, je salue. Maintenant, le dialogue, comme son nom l'indique, c'est entre 2 personnes. Il y a une personne à droite, une personne à gauche. Nous, on demande au pouvoir de créer les conditions pour échanger avec l'opposition, comprendre. Comme on le dit, c'est juste un dialogue. Ça ne veut pas juste dire que forcément, tout ce que vous dites sera accepté, c'est des compromis. Donc on peut tous attendre et puis discuter. Donc j'estime pour ma part qu'en 4 mois, 5 mois, on peut encore parler de certains détails, mais ce qui concerne la liste électorale, je crois que ce sera difficile de revenir dessus. Et je crois aussi que ceux qui appelaient à une révision de la liste électorale avant la présidentielle sont aujourd'hui situés sur l'impossibilité de le réaliser dans la mesure où le processus de révision de liste électorale a pris fin avec la publication de la liste électorale définitive. Et vous savez, on a démarré depuis quand? Depuis le 19 octobre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin 2025. On a pratiquement fait 9 mois pour la révision de la liste électorale. On ne peut pas se permettre de faire une autre révision et que cela n'affecte pas la présidentielle qui est prévue le 25. Donc, ce n'est pas possible de faire une révision avant la présidentielle. Publier la liste définitive le 4. Ça met fin au processus de révision de liste électorale. Parce que la liste prend fin avec la publication de la liste électorale définitive. La révision de la liste électorale prend fin avec la publication de la liste électorale définitive. Donc, le processus a pris fin maintenant. Alors, je voudrais donc avec vous confirmer vos chiffres parce que nous avons été quelque peu mis en erreur par l'article que nous avons devant nous qui disait 8 727 731, alors que c'est 431. C'est ça. 8 726 431 personnes présentes sur la liste. Nous excusons pour cela, mais je voudrais qu'on puisse écouter le président de la CEI avant d'écouter donc Daouda Coulibaly et Marius Komoué. Conformément au dernier alinéa de l'article 11 du Code électoral qui prescrit que la liste électorale est arrêtée définitivement après la fin du contentieux, la Commission centrale, en sa séance de ce lundi 2 juin 2025, vient d'arrêter la liste électorale définitive. Initialement prévue pour être disponible autour du 20 juin, la Commission électorale a dû travailler avec célérité, mais non sans la rigueur qui commande nos opérations
pour arrêter la présente liste électorale ce jour et surtout pour tenir compte des recommandations des partis politiques en cette matière. Marius Comoé, votre commentaire justement de publication de la liste électorale définitive, la date de dépôt des candidatures pour la présidentielle qui est donc pour le 26 juillet, et puis les parrainages qui vont débuter donc fin de ce mois et qui vont durer 3 mois. Votre commentaire justement sur tous ces points. On se rend compte que la CEI a travaillé au plus pressé, contrairement à ce qu'avançait Herman Aboua. Quand il disait qu'il n'y a point de surprise, moi je pense qu'il y a une surprise. La surprise est que la liste était prévue pour être affichée le 20 juin. Le 20, ouais. Et donc la CEI a travaillé, comme l'a dit son président, avec sérénité pour nous produire cette liste définitive pour ce 4 juin 2025. C'est salutaire, c'est appréciable. Mais il n'en demeure pas moins de rappeler que cette liste définitive, telle que cela va être affiché, a suscité d'ailleurs beaucoup d'appréhension au niveau de l'opposition, qui avait parlé de plus de 4 millions de personnes... pardon ? 6 millions. Il avait dit 6 millions de personnes. 6 millions de personnes inscrites frauduleusement ou alors de façon... inhabituelle. Irrégulièrement. Irrégulièrement plutôt. Mais irrégulièrement. Je suis totalement d'accord avec vous. Et donc, de personnes inscrites irrégulièrement, pour emprunter l'expression d'Élysée, sur cette liste, malheureusement, sinon heureusement pour la CEI, eh bien, au moment du contentieux, ils n'ont pas pu prouver effectivement, au dire des responsables de la CEI, de la Commission centrale, les 4 millions de personnes qu'on dit être inscrites frauduleusement. C'est plutôt 6 millions de personnes, pas 4 millions. 6 millions, pardon, encore une fois. Et donc, pour nous, l'affichage définitif de la liste permettra de vérifier si effectivement, comme l'a dit le président de la CEI, les suggestions, les récriminations des uns et des autres ont bel et bien été prises en compte. Et que sur la liste, on verra, la liste a été dépouillée de personnes qui ne méritent pas véritablement d'être présentes sur cette liste. Et je rappelle qu'il disait dans son point, Marius Comoé, que toutes les imperfections dénoncées, avec preuve à l'appui, ont été prises en compte. Il faut donc afficher la liste pour que nous puissions, nous également, en faire la preuve. Surtout les partis politiques qui ont émis des réserves sur la liste précédente qui avait été, donc, qui leur avait été distribuée. Alors, c'est une très bonne chose parce que cela ouvre donc la porte à la préparation donc des prochaines échéances électorales, la présidentielle et même pourquoi pas les futures élections générales, députations, les communaux et je veux dire les élections communales et bien d'autres. Donc pour nous, il est tout à fait indiqué que les Ivoiriens se mobilisent comme un seul homme pour aller vérifier sur cette liste si bel et bien leur nom y figure pour ceux qui sont régulièrement inscrits sur cette liste. Cela dit, je ne doute pas un tant soit peu que l'affichage de la liste définitive le mercredi 4 juin prochain ne suscitera pas, je ne doute pas que cela ne suscitera de préoccupations majeures que d'aller dans le sens tel que indiqué par le président de la CEI. Mais il n'en demeure pas moins de rappeler que la révision de la liste électorale aurait dû précéder donc tout ce processus, comme l'indiquait la loi et comme nous l'avons défendu sur ce plateau. Merci Marius. Daouda, vous réagissez sur le point et puis votre commentaire aussi. La CEI a bougé, hein? Les partis politiques réclamaient l'inscription de certains leaders sur la liste. Est-ce qu'on en est à ce point? Mais si cela est constaté, selon vous, comment aller à cette élection-là justement, toujours dans la paix, dans la sérénité pour les Ivoiriens au total, Daouda? En termes de votre question, je pense qu'on donne un peu trop de pouvoir à la CEI. Ce n'est pas la CEI qui peut inscrire le nom de quelqu'un sur la liste électorale. Ça, on le sait bien. Voilà. C'est une projection qu'on fait. Voilà. Donc, à la vérité, si les partis politiques ont pu régler leurs problèmes en justice, je pense que la CEI va sûrement les remettre sur la liste électorale. D'abord, pour revenir sur le point de presse du président de la CEI, c'est que, pour moi, cela dénote d'une volonté du président de la CEI de rassurer l'opinion
publics et les partis politiques sur la régularité du processus électoral, en fait. Parce que dans un premier temps, comme vous avez pu le voir, il y avait une date qui était prévue, mais il a dit clairement dans sa vidéo qu'ils ont travaillé avec célérité et rigueur de sorte à ce que le processus puisse suivre rapidement son cours pour que les gens puissent avoir accès à cette liste définitive. Vous savez que la liste électorale définitive, c'est le fichier que tous les partis politiques attendent pour faire le parrainage citoyen sur la liste électorale. Donc, moi, il y a quelque chose qui a véritablement attiré mon attention. Parce qu'il a dit qu'ils ont corrigé toutes les imperfections qui ont été signalées avec preuve à l'appui. Vous savez que sur ce plateau, nous avons longuement appelé les uns et les autres à aller avec preuve à l'appui, de sorte à ce qu'on puisse extirper ou bien radier les personnes qui ne doivent pas être sur la liste. Donc, d'entrée de jeu, je vous ai expliqué ici que souvent de fois, nous, population, souvent même les partis politiques, on donne trop de pouvoir à la CEI qu'elle n'a pas. Prenons un cas simple. Si des gens sont décédés et que vous ne faites pas, par exemple, de déclaration de décès ou de ceci, de cela, vous savez que dans nos régions, généralement, on ne le fait pas comme ça. Mais la CEI, même si elle sait que c'est X ou Y personne qui est décédée, elle ne peut pas, au nom de la loi, retirer cette personne-là sur la liste. C'est de l'ordre de l'impossibilité. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, nos concitoyens qui sont sur les réseaux sociaux, qui voient des imperfections, ça et là, il serait bien pour l'accalmie au niveau de la situation sociopolitique, que ces personnes-là apportent des preuves matérielles pour qu'on puisse extirper des gens. Et lui-même, il le dit en poursuivant pour dire que la liste, elle est perfective. Aidez-nous. C'est en collaborant ensemble que cette liste-là sera très bonne. Maintenant, j'ai quelques points. Moi, c'est le point il y a 2 points, c'est 2 bémols en fait. Mon premier bémol, c'est qu'il risque d'avoir un risque de chevauchement entre la date du parrainage et la date du dépôt des candidatures. La date du parrainage, ça commence le 20 juin, fin juin. Fin juin, ouais. Donc c'est sur 3 mois. 3 mois, ouais. Or, le dépôt des candidatures commence le 26. Le 26, ouais. Donc je pense qu'il risque d'avoir une forme de chevauchement entre ces dates. Non, c'est normal. De juin, août, c'est 3 mois pour faire le parrainage. La date, le dépôt des candidatures commence à partir du 26. Je veux dire qu'il y aura forcément chevauchement entre ces 2 dates. Pour dire quoi? Non, Élisée, allons-y doucement. Allez-y. Le point ici, c'est qu'aujourd'hui, le parrainage, d'un premier temps, ça désavantage les petits partis et puis les candidats indépendants qui vont prendre du temps pour peut-être trouver des... Bon, ça, on va pas faire le débat sur le parrainage. Non, je sais, je le dis, mais il faut pouvoir au moins l'expliquer aux uns et aux autres. Parce que certains pourront trouver leur parrainage un peu plus vite que les autres. Surtout pour les partis politiques. Pour les partis politiques qui sont très costauds, ils pourront trouver leur parrainage un peu plus vite, déposer leur parrainage. Or, dans les différentes villes où les gens vont faire des parrainages, finalement, si quelqu'un qui ne sait pas, il va aller parrainer une deuxième personne. Or, si une deuxième personne a parrainé 2 personnes, finalement... Non, on l'a dit ici sur ce plateau, lorsque vous parrainez 2 personnes, vous êtes même passible de poursuite judiciaire. Mais comment les gens... La vérité, c'est qu'il faut regarder aussi la population. Souvent, les gens ne savent même pas. Très bien. C'est de ça que je veux parler. On a essayé de faire la pédagogie ici sur le plateau, je pense la semaine dernière, où Élisée a sorti le code électoral. Et on a vu dans l'article... Élisée, rappelez-moi l'article, s'il vous plaît, on va le retrouver. Que si vous parrainez 2 personnes, vous êtes passible d'aller en justice de 5 000 à... enfin, il va trouver le texte. 100 000 à 1 million d'amende, mais de 1 mois à 12 mois de prison. De prison. Donc, le parrainage, il faut faire attention. Voilà. Non, le point, Christelle, si tu permets, puis on va donner la parole à quelqu'un, c'est que l'idée pour moi, nous avons, selon les chiffres de l'UNESCO, on a pratiquement la moitié de la population qui est analphabète. Donc quelqu'un qu'on va aller voir dans une petite ville quelque part là-bas, qui a peut-être parrainé quelqu'un d'autre. Après on vient le voir avec une autre liste, il va parrainer tout le monde, il va le faire peut-être... Dans l'ignorance. Dans l'ignorance, c'est de ça que je parle. Mais finalement, le parrainage d'un petit parti, je vais parler des écolos par exemple, qui ne savent pas grand-chose, eux ils vont
ils vont se faire parler. C'est quoi ça, Daouda? C'est une attaque. Non, tu sais que c'est mon frère. C'est mon frère. Le petit parti des man écolo qui ça va à même ligne. Il n'est pas en campagne en plus. Non, je sais. Mais que le RHGP ou le PDCI ont tout raflé. Lui, il vient. On dit, ah, Herman, on te voit à la télé, on t'aime bien. Ils vont le parrainer, ils vont faire annuler son parrainage. C'est ça que je parle. Il n'aurait pas réagi que cela m'aurait étonné. Le point important pour nous maintenant, et j'en parlais, peut-être que Daouda n'avait pas saisi le point de ma question, c'est vrai que la liste va sortir et que la CEI n'a aucun pouvoir, ça on le sait. Mais in fine, au total pour la Côte d'Ivoire, certains noms ne seront peut-être pas sur cette liste-là. Comment assurer qu'octobre 2025 se passe comme une lettre à la poste et que les Ivoiriens n'aient pas encore à courir? C'était ça le sens de ma question. Herman, vous réagissez sur votre point pour vous revenir là-dessus? Oui, rapidement. Parce que mes confrères ont dit certaines choses sur lesquelles, bon, c'est pas pour créer la polémique, oui. Mais je pense qu'il y a... Moi, je trouve quand même triste que... C'est vrai que vous avez fait déjà le débat sur le parrainage ici. Oui. Je trouve quand même triste que l'organe chargé de l'organisation des élections aille aussi vite. Et comme si on sait bien que le mécanisme n'est pas accepté par tout le monde, mais on y va quand même. On peut l'applaudir maintenant, mais il ne faudrait pas qu'on soit surpris. De quoi, après, non, parce que je dis toujours, lorsque tu mets des ingrédients, tu vas au marché, en fonction des ingrédients que tu veux faire, que tu achètes sur les étalages ici et là, ça va te donner la sauce. On sait déjà quelle sauce que tu vas préparer, cuisiner. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu achètes du piment, tu achètes du gombo, ceci, oui, cela. J'ai compris. Effectivement, tu vas dans Guaguassou ou bien... Ouais, au-delà de l'image, concrètement. Au-delà de l'image, j'avais dit, aujourd'hui, on est tous d'accord que l'opposition a des préalables. Que ces préalables soient justifiés ou pas, ce sont des préalables. Et justement, c'est encore plus simple à adresser lorsque l'opposition elle-même appelle à un dialogue politique. Je prends par exemple le meeting que vient de tenir la CAP, c'était pour demander le dialogue politique. Et on voit bien que ces questions-là préoccupent l'ensemble des acteurs de l'opposition, mais apparemment ça n'intéresse pas la commission électorale indépendante. Et on nous dit que non, que la commission électorale indépendante ne peut rien faire. Non, c'est son rôle de faire en sorte que la quiétude s'installe entre tous les acteurs dans le processus. Ça, c'est un premier point. Mais je suis encore plus triste qu'on va vite parce qu'on veut faire la part belle à une période au parrainage politique. Mais le parrainage politique, là même, là, je ne sais pas ceux qui ont mis ça. Comment est-ce que les acteurs qui ont travaillé à ce que ça vienne, mais c'est un instrument d'exclusion antidémocratique. Ça, il faudrait qu'on le dise. Mais je vous donne deux éléments. C'est statutaire, c'est dans les textes. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Mais ce qui est statutaire, ce sont les gens qui se sont mis assis et qui ont mis ça dans les textes. Mais est-ce que ça va changer maintenant? Si on est d'accord, non, j'en parle, mais il faudrait qu'on en parle. Si on estime que c'est exclusionniste, on en tient. Je vous donne des éléments. Donc, on a soulevé un point, Dieu merci. C'est déjà les partis politiques. Il y a des acteurs qui se sentent, qui sont peut-être populaires ou bien qui n'ont pas d'ancrage territorial, sont déjà éliminés. Et puis qui vous dit que les élus locaux, là, ils sont représentatifs dans notre situation sociopolitique là, de la diversité politique. Et ce sont eux-là, on quitte le suffrage universel indirect pour venir donner pouvoir au suffrage universel indirect. Pourquoi les grands électeurs, on n'est pas dans un système à l'américaine, pourquoi les grands électeurs vont décider que ceux-là vont être les candidats et que certains ne peuvent pas être les candidats? Voilà les gemmes de la non-conformité de cette disposition parrainage. Alors, le parrainage, je le rappelle, est statutaire, c'est dans notre code. Si ça doit être révisé, en tout cas, ce n'est pas maintenant, parce que pour cette élection-là, le parrainage aura... Le président applique souvent des ordonnances pour régler l'ordonnance qui est légale. Je peux avoir la parole, Herman. Le président de la République a déjà pris dans ce pays des ordonnances pour introduire des éléments dans le code électoral. Donc on peut le faire. Donc, merci beaucoup. Pour l'instant, en tout cas, le parrainage est là. Et je le rappelle, le vendredi dernier, Élisée, je peux me tromper, ou le jeudi, on a essayé de faire un point sur les éléments les pas importants des candidats à mener
pour cette élection. Et on a parlé justement du point du parrainage. On peut l'aimer ou pas, en tout cas, le parrainage. Mais pour l'instant, il est là. Mais mieux, Christelle. Oui, Marius. Même les Ivoiriens qui ont 18 ans ne peuvent pas être candidats. Ça aussi, c'est une injustice. Je veux dire qu'il y a tellement de loi, bon, ça ne répond pas à tout. Exactement, il est taillé justement pour faire. Et le législateur décide que voilà ce qu'on veut. Pour l'instant, le parrainage est là. Élysée, essayons de repartir sur ce texte-là pour donner les éléments du parrainage et surtout la peine qu'encourent les citoyens qui commençaient à rêver peut-être qu'ils allaient pouvoir parrainer une ou deux personnes à l'effet de les encourager, pourquoi pas? Ok, d'accord. Je réponds à votre question rapidement et puis je fais, si vous me permettez, un petit commentaire sur les propos de Herman. Déjà sur la question de... sur la question... non, mais je pense que tu t'en doutais forcément que j'allais réagir. Sur la question des électeurs, en rapport avec le parrainage, c'est l'article 54. Oui. C'est le paragraphe 6 de l'article 54 qui nous dit ceci. Tout électeur du code électoral, le voici, le code électoral, je me promène toujours avec. Voilà. Le code électoral dit, dans son article 54, au chapitre, paragraphe 6, tout électeur qui parraine plusieurs candidatures est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 1 an et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA. Voilà ce que le chapitre 6... Donc, l'électeur doit parrainer plusieurs candidats. Comme je le dis, l'adage dit nul n'est censé ignorer la loi. Et aucun candidat ne doit demander le parrainage de plusieurs électeurs. Mais le candidat, il peut ne pas savoir que j'ai déjà parrainé. C'est à celui qui donne le parrain de comprendre. C'est un peu le sens aussi de notre présence sur le plateau. Informer les populations sur ce fait-là pour que désormais, on comprenne que ce n'est pas un jeu, qu'on encourt même des peines de prison et des amendes. Donc ça, c'est la première chose que je dis. Maintenant, sur la question du parrainage, parce que Herman disait tout à l'heure, le parrainage, on ne sait même pas qui a mis dedans. Bon, ok. L'article 51 du Code électoral parle du parrainage. Donc, c'est pour dire d'un premier... Le parrainage, est-ce que c'est antidémocratique? Non, c'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit commenter tout à l'heure, je vais revenir dessus. Le parrainage, déjà, il est contenu dans l'article 51 du Code électoral qui dit ceci. Chaque candidat à l'élection du président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée. En outre, il doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions. Ça veut dire donc que le parrainage est contenu dans le code électoral. C'est donc inscrit dans le code électoral. Donc c'est une loi qui nécessite qu'on l'applique. On peut ne pas être d'accord avec la loi, mais c'est la loi. Comme dit Duralex Sedlex, la loi est due, mais c'est la loi. Donc ça, il n'y a vraiment pas de débat dessus. Peut-être ce qu'on peut faire, je suis d'avis avec lui, s'il estime que c'est antidémocratique, s'il estime que c'est antidémocratique, c'est de mener des actions auprès des députés qui vont aller à l'Assemblée nationale, qui vont légiférer et puis retirer cela du code électoral. Mais tant que ce n'est pas encore le fait, quand on est légaliste, je dis bien quand on est légaliste et qu'on est attaché au droit, il faut qu'on accepte de respecter le droit. Ça peut être à notre désavantage aujourd'hui, mais c'est le droit. Maintenant, sur la question du parrainage, est-ce que c'est antidémocratique? Mais je vais lui dire que l'élection présidentielle en France, c'est parrainé. Hein. Mais seulement que là-bas, ce n'est pas un parrainage citoyen, ce n'est pas un parrainage des individus, c'est le parrainage des élus. C'est-à-dire que ceux qui sont au niveau des municipalités et des conseils régionaux, il faut avoir environ 500 parrainages de ces élus locaux-là pour espérer être admis à faire valoir tes droits comme candidat à la présidentielle en France. Donc, ce n'est pas antidémocratique. Et puis bon, on ne peut pas, tout concours, tout système, où il y a une élection, où il y a un choix, il y a forcément des critères. Les critères peuvent ne pas nous plaire. On peut estimer que ces critères-là ne sont pas à notre avantage, mais c'est des critères. Pour preuve, tout le monde a envie de travailler au bureau, aller s'asseoir à la fonction publique. Mais pour entrer à la fonction publique, il faut que tu passes concours. Et puis il y a les critères que tu dois remplir pour pouvoir passer les concours. Là, chaque concours a ses critères. Donc ça fait partie de la vie. On ne peut pas faire autrement. Maintenant, on peut estimer dans l'évolution de la société qu'à un moment donné, soit loi là, ou bien cette décision qu'on a prise là, sont rétrogrades. Ça veut dire que ça ne répond plus aux besoins ou à l'environnement ou à la réalité du moment. Mais ça là, ce n'est pas une bagarre qu'on fait. La loi même prévoit son mécanisme même de réforme. Donc c'est d'appliquer ces mécanismes-là. Donc aller au Parlement et puis engager des projets de réforme et puis on y va. Très Donc bien. vraiment c'est ce que je veux dire. Mais pour l'instant, comme on l'a dit, ce code électoral tient. Les futurs candidats en tout cas auront à aller chercher le parrainage des populations. Daouda, on termine avec vous avant le journal. Non, ce que moi j'aimerais dire, je comprends tout ce que tu as dit, hein, Élysée. À la vérité, je pense que sur ce plateau, tu as le chant par excellence pour nous dire toujours que la loi, elle est perfectible. Bien sûr. Et si une loi, elle est perfectible, partant sur ce principe-là, j'estime qu'aujourd'hui, cette loi sur le parrainage, là, moi, je trouve que c'est discriminatoire pour certaines personnes. Ça, c'est le premier point. Maintenant, quand vous me dites que, par exemple, dans certaines régions, les amendes que tu donnes, allons-y à Pau-Bouin chez toi, dans ta région,
où il y a une grande partie de la population qui n'est pas allée à l'école, qui ne sait ni lire ni écrire. Et quand tu sais que dans nos régions, quand tu regardes la sociologie politique de nos régions, des populations et même des politiques, mais les gens ils viennent, ils vont prendre les cartes d'identité des gens, ils vont commencer à parrainer telle liste. Mais le gars, lui, après, il va parrainer Élysée. Après, on vient encore, il parraine Herman. Après, il va parrainer Marius, il parraine tout le monde. Donc pour ça, quelqu'un lui-même qui ne savait rien, pas grand-chose, on va le mettre en prison pour ça. Non. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, ça existe, comme vous l'avez si bien dit, c'est la loi. Mais est-ce que, dans les années à venir, est-ce qu'il faut-il parfaire je suis totalement d'accord avec toi, Daouda, c'est ce que je dis. On soit tous à l'aise sur la question. Maintenant, pour la question que vous avez posée, que je n'avais pas peut-être perçu, pour moi, aujourd'hui, le fait que certaines personnes ne soient pas sur la liste, ça va être dur, Christelle, parce que si je vais en parler, on trouvera que peut-être que je suis un peu dur. Mais pour moi, s'il n'y a pas le nom de X ou Y ou Z sur la liste, le ciel ne doit pas tomber sur la tête des Ivoiriens. Parce qu'il faut expliquer aux Ivoiriens que l'inclusivité n'est pas inhérent à un individu. Ce sont des partis politiques, ce sont des groupements politiques. Donc, si Élysée, qui est président des gens de Pau-Bouin, veut être président de la République, s'il n'est pas, il a des démêlés avec la justice, ou bien il n'est pas en règle vis-à-vis de la loi, il n'est pas sur la liste, je pense qu'il y a des gens qui secondent Élysée, qui peuvent aller, parce que je pense que dans un groupement politique, généralement, ce n'est pas l'homme qu'on suit, c'est la vision qu'on suit, c'est le projet. Malheureusement, peut-être, je ne sais pas si on aura le temps de parler des meetings des partis de l'opposition ou des... Mais vous pouvez embrayer là-dessus et on verra en seconde partie. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des meetings ça et là de l'opposition des partis au pouvoir. Aujourd'hui, j'ai vu deux stratégies. Le journal nous appelle. D'accord. Nous sommes en grande majorité d'accord avec Daouda Coulibaly sur cette vidéo, alors qu'on n'est pas souvent d'accord avec lui. Et les gens m'ont dit c'est parce qu'il parle dans notre sens. C'est pas parce qu'il parle dans notre sens, c'est parce qu'il dit la vérité, tout simplement. Parce que qu'est-ce que nous demandons aux chroniqueurs? Nous demandons aux chroniqueurs d'être du côté du peuple. Et le côté du peuple, c'est le côté de la vérité. On ne les demande pas d'être du côté d'un leader. Peut-être nous, on va dire que nous sommes des sympathisants, ou encore d'autres des militants. Mais ce que nous demandons est bien évident. Les gens savent que nous sommes des partisans, oui, mais nous sommes aussi des partisans de la vérité, du respect de la loi. Mais vous, qui êtes sur le plateau, vous devez être les partisans de la vérité et du respect de la loi, la vraie. Vous ne devez pas être du côté de l'un et pas du côté de l'autre. Vous devez être impartial. C'est la seule chose qu'on vous demande. Mais par contre, on se rend compte que sur le plateau, vous n'êtes pas du tout impartiaux. Non, vous avez fait votre choix et c'est ce que nous décrions tous les jours. Aujourd'hui, Daouda a dit quelque chose que je n'accepte pas. Il dit, si des personnes sont radiées, le ciel ne doit pas tomber sur la tête des Ivoiriens. On est d'accord. Mais seulement, Daouda, il faut aussi être honnête de dire que le ciel est tombé sur la tête des Ivoiriens parce que Ouattara n'était pas sur la liste électorale. Il y a des gens qui disent qu'en l'an 2000, qu'il n'était pas là, il a accepté, il est passé à autre chose. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'en l'an 2000, le même l'an 2000, quand le président Babou arrivait au pouvoir, à moins de 2 mois, il y avait déjà un coup d'État organisé par les hommes de Ouattara. En 2002, il y avait un autre coup d'État, toujours par les hommes de Ouattara. Et ce coup d'État a abouti à une rébellion armée qui a tué franchement. Donc le ciel est tombé sur la Côte d'Ivoire à cause du nom de M. Ouattara. Ceci, il faut le dire. Et quand vous avez fini de dire ça, il faut dire qu'à cause de ça, il ne peut pas se permettre de radier les gens aujourd'hui. Parce que le même ciel qui est tombé sur la tête des Ivoiriens hier à cause de son nom, le même ciel peut tomber sur la tête des Ivoiriens aujourd'hui à cause du nom du président Laurent Gbagbo, à cause du nom de Tidjane Thiam, à cause du nom de Soro Guillaume, peut-être pas à cause du nom de Charles Blé Goudé, mais j'ai envie de dire à cause du nom de Charles Blé Goudé. Je dis peut-être pas à cause de son nom, parce que moi je l'entends souvent dire que lui n'est pas pressé, il a tout son temps. Je sais que les autres opposants n'ont pas tout ce temps-là. Ils veulent que M. Ouattara arrête de maltraiter les Ivoiriens et pour ça, ils sont en train de se battre avec détermination et acharnement. Et pour moi, c'est ce parti pris que je n'accepte plus. C'est ce parti pris que je ne veux plus vraiment voir en Côte d'Ivoire. Je veux voir une autre chose. Je veux voir d'autres propositions. Dans le cas contraire, vous resterez donc des chroniqueurs qui avaient choisi le qui trahissaient le peuple. Apprenez la vérité. Dites la vérité à notre peuple et ne continuez plus à abrutir le peuple. Voyez-vous, Coulibaly Kubière, il est de nous publier la liste le 20. Il nous l'a publié. Il veut la publier demain le 4. Tout simplement
pour aider le parti au pouvoir à pouvoir aller faire son champ libre pendant son congrès. Pourquoi? Parce que le congrès qui se passe du RHDP, c'est le congrès de Coulibaly Kubiaye. C'est son parti politique. Vous le savez, je le sais. Et il donne donc un champ libre. Mais pourquoi cette précipitation aussi? Je vais revenir sur d'autres vidéos pour mieux vous expliquer pourquoi Coulibaly Kubiaye s'est précipité en faisant sortir la liste électorale près de 2 semaines avant la véritable semaine. Mais je vais encore dire à Coulibaly Kubiaye, en 2020, tu nous as fait comprendre que la révision de la liste électorale devait avoir lieu du 10 au 24 juin. Aujourd'hui, la liste définitive est là le 4. Pourquoi ne pas prendre ces 2 prochaines semaines pour faire la révision de la liste électorale? Question.